Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche portant sur les aires linguistico-naturelles protégées. La notion de aires linguistico-naturelles protégées est une notion que nous avons, Bernardo Cardinale, un collègue géographe de mon université et moi-même, c'est une notion que nous avons précisée et présentée déjà dans un article où nous avons cartographié les aires linguistico-naturelles protégées d'Italie. Par cette présentation, je vais essayer d'approfondir quelques aspects, notamment les risques et les chances que cette notion, une fois appliquée au territoire, à l'aménagement des territoires, notamment les territoires marqués par une glottodiversité importante, quels sont les risques et les chances que cette notion que l'application, la mise en œuvre de cette notion peut présenter. Alors, tout d'abord, il m'est choix de préciser quelques éléments de contour quand même. Alors, pourquoi cette recherche? Alors, le premier élément, la première considération, c'est que cette recherche est motivée par le fait que nous disposons, dans la culture contemporaine, dans la sensibilité contemporaine, d'un certain nombre de patrimoines qui sont fragiles et qu'il faudrait, à mon sens, essayer de protéger, de promouvoir de manière synergique, de manière globale. Et ce sont les patrimoines que j'appelle par un acronyme LCNP, c'est-à-dire les patrimoines linguistiques minoritaires, les patrimoines culturels et matériels, les patrimoines naturels, l'environnement et le paysage. Alors, je vais parler tout au long de ma présentation, je vais parler de patrimoine LCNP, en entendant par là cette idée de protection et de promotion intégrée de ces patrimoines. Donc c'est un premier élément lié effectivement à la terminologie que je vais utiliser. Ensuite, un deuxième élément, c'est le cadre. Le cadre est fourni par le contexte italien. L'Italie étant d'abord et surtout le pays que je connais le mieux, étant le cadre où nous avons, mon équipe et moi, réalisé et mené à bien pas mal de chantiers de linguistique du développement social. Donc, ça concerne en gros le développement local des espaces alloglottes. Et puis l'Italie, pourquoi? Parce que l'Italie est un pays qui, dans le contexte euro-méditerranéen, est le pays qui présente le plus de diversité au point de vue linguistique, culturel, on va dire ethnique aussi, et même génétique, comme une recherche d'il y a 2 ou 3 ans a pu le montrer. Alors, pourquoi? Pourquoi cette recherche, cette ambition, cette volonté de chercher les formes et les voies pour protéger de manière synergique ces patrimoines? Parce que l'expérience de terrain nous a montré, notamment en contexte linguistique minoritaire, que ces patrimoines-là, si on envisage des démarches de protection et de promotion, disons, spécifiques, ces patrimoines-là sont voués à une déperdition, quelque part. Je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple linguistique. Déjà, l'idée de protéger une langue est une idée à laquelle j'ai de plus en plus de mal à adhérer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, d'évidence, protéger une langue comme on protégerait un monument matériel historique. Parce que ce monument-là est protégé notamment par le fait de le séparer des autres, de le protéger par une protection physique, de ne pas le toucher, d'interdire de toucher en fait, et alors qu'une langue ne peut vivre que par le maniement de cette langue, que par l'usage,
l'emploi et même une action d'aménagement, de planification linguistique sur ce patrimoine. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas vraiment parler de protection d'une langue, d'autant plus qu'il faudrait, à mon sens, renverser complètement la donne, c'est-à-dire c'est plutôt la langue, et notamment une langue moins répandue, qui devrait pouvoir protéger le sujet qui la parle, dans le sens où c'est la langue, c'est ma langue maternelle qui me permet de véhiculer au mieux mes idées, mes désirs, mes souhaits, mes raisonnements, mes réflexions, tout ce que vous voulez. Donc il y a un premier problème, c'est qu'il est compliqué en fait. Ça ne tient pas la route, à moins de disposer de quantité d'argent considérable, à moins de disposer d'une, comment dire, d'une politique, d'une charpente politique suffisamment forte pour porter, disons, l'idée d'une renaissance linguistique, etc. On a quelques exemples, mais justement, c'est l'hébreu, hein, c'est l'État d'Israël, et pas beaucoup d'autres. L'autre exemple que je prends concerne l'environnement. Évidemment, la sensibilité vis-à-vis de l'écologie, des milieux naturels, est une sensibilité qui est notamment dans nos sociétés contemporaines, est une sensibilité aiguë. Hein. Quoique, il y a toujours des résistances, des doutes de la part de quelqu'un. Mais on va dire que, notamment en Italie, nous disposons d'une richesse formidable. Nous avons une vingtaine de parcs nationaux, par exemple, et plusieurs dizaines de parcs régionaux. Au total, les parcs nationaux avec les parcs régionaux et les réserves naturelles, etc., c'est de l'ordre des milliers, hein, d'espaces protégés. Mais on s'est aperçu, notamment pour ce qui est de mon expérience au contact on va dire, des gouverneurs des espaces, des parcs nationaux, l'expérience commune est assez négative dans la mesure où les communautés qui figurent à l'intérieur d'un parc national ont perdu leurs illusions, c'est-à-dire quand elles ont adhéré au projet de parc national, elles étaient persuadées que ce parc national représenterait une chance de développement, alors que le fait de considérer le patrimoine naturel comme quelque chose de séparé, par exemple, du patrimoine culturel immatériel, dont les communautés locales sont les dépositaires, en fait, alors le fait de considérer la nature comme quelque chose de sacré et séparé de la culture, on a reconduit cette dichotomie, évidemment, a produit dans le temps une séparation de plus en plus profonde, un fossé de plus en plus profond et inquiétant même, entre, disons, les autorités du parc national et les communautés. Si bien qu'aujourd'hui, ce sont ces autorités mêmes qui essaient de rattraper le retard et d'établir des passerelles de communication avec ces communautés locales. Alors, ce sont deux exemples qui nous montrent qu'il faut évidemment sortir, déverrouiller, si vous voulez, l'idée de protection, promotion ciblée sur tel patrimoine, mais il faut créer des passerelles pour relier ces différents patrimoines. Alors, évidemment, il y a deux réflexions qu'il faut se poser, il faut développer. Une première, c'est d'ordre, je veux dire, épistémologique, c'est-à-dire quels sont effectivement les avantages, quels sont les risques de cette protection intégrée. Il y en a, je vais en parler. Et puis, l'autre élément de réflexion à développer, c'est comment outiller, et on va voir, c'est un outillage d'abord juridique, cette protection, promotion intégrée des patrimoines LCNP. Alors, pour ce qui est de la première question, comment, disons, articuler
une protection-promotion des différents patrimoines, linguistiques, culturels, naturels, paysagers, il faut faire attention parce que il y a un danger majeur, c'est de simplifier la complexité, hein, comme toujours d'ailleurs, c'est-à-dire d'asseoir un parallèle trop sûr entre la protection de la biodiversité, qui est un sujet qui est ratifié désormais par la doxa, aussi par la doxa, et non seulement par les spécialistes. Comment donc mettre en rapport la protection de la biodiversité avec la protection de la diversité linguistique. Alors, évidemment, le parallèle entre ces deux protections est un parallèle qui marche bien au point de vue de la communication. On fait souvent la comparaison entre ces deux instances. Toujours est-il, néanmoins, qu'il faut faire attention. Évidemment, je livre aux actes de cette conférence tous les détails, hein, évidemment, et je vais assez vite sur juste les concepts principaux. Ronan Lecoadic, donc un chercheur breton, il a très bien souligné les dangers de pousser trop loin ce parallèle entre la protection de la biodiversité et la protection de la diversité des langues. Quels sont les risques? Les risques, c'est que finalement les membres d'une communauté linguistique minoritaire n'aiment pas forcément le fait de se sentir comparés à des espèces en voie de disparition, des espèces animales ou végétales en voie de disparition. Parce qu'ils n'aiment pas se sentir comme des bêtes curieuses ou des bêtes rares. Voilà. Bon, ça c'est un premier point. Un autre point qui n'est pas anodin non plus, c'est que le fait de pousser le parallèle entre diversité des langues et biodiversité pourrait générer des discours comme quoi la diversité culturelle serait une sorte de particularité biologique. Et alors, Lecoadic souligne le risque d'une dérive de racialisation de la culture. Alors, évidemment, cette dérive serait tout à fait contraire au désir de ceux qui soutiennent la diversité linguistique en tant que valeur. Alors, il y a là donc un risque, et d'ailleurs, la preuve que ce risque est bien tangible, est bien concret, bien possible, c'est que l'histoire nous montre que les sciences naturelles ont toujours eu le dessus, la primauté par rapport aux sciences humaines. Je peux citer par exemple August Schleicher qui, au XIXe siècle, a posé la comparaison entre les langues et les êtres vivants, en disant que, de même que les êtres vivants, une langue naît, se développe, vieillit et meurt. Alors évidemment, c'est une comparaison qui exerce toujours, même aujourd'hui, ses charmes, mais qui n'est pas soutenable, pas tout à fait soutenable au point de vue scientifique. D'abord parce qu'une langue peut être ressuscitée, c'est le cas de l'hébreu déjà cité, mais il y a quelques autres langues qui ont été ressuscitées, et puis parce que, en tout cas, que ce soit cette vision des choses, donc la langue en tant qu'être vivant, ou alors la langue en tant qu'outil de communication, dans toutes ces visions-là, et même dans la vision de la langue en tant que patrimoine, vous avez une séparation entre le sujet et la langue. Je résume, si la langue est un outil de communication comme un téléphone portable, un stylo ou un clavier d'un ordinateur, c'est que cet outil de communication articule le corps du sujet et donc il est extérieur par rapport au corps du sujet. Alors que la langue, évidemment,
nous permet de communiquer, comme je suis en train de le faire un peu à distance aujourd'hui avec vous, mais en même temps, elle nous habite. C'est l'endothème, d'après Robert Laffont, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est à l'intérieur de nous, c'est dans l'autre, et c'est dans l'entre-deux. Donc c'est un peu plus compliqué que cela. Et puis, il y a un problème aussi important. Si la langue, dans la vision positiviste de Schleicher, est quelque chose d'autonome, est un être vivant, finalement, les sujets, les individus, les communautés n'ont pas de prise, et ni d'emprise, on va dire, sur la langue. C'est-à-dire que la destinée des langues est quelque chose qui échappe à la dialectique historique. Et c'est un gros problème, parce que si nous acceptons cette vision des choses, alors tout ce qui est aménagement linguistique n'a plus de raison d'être. Une autre preuve qui montre la primauté des sciences naturelles par rapport aux sciences humaines et sociales, dont la linguistique, c'est que il suffit de comparer les critères UNESCO adoptés pour mesurer le degré de vitalité de chaque langue et les listes rouges, les différentes moutures des listes rouges de l'International Union for the Conservation of Nature, donc à partir des premières années 90, on s'aperçoit que les critères UNESCO pour évaluer la vitalité des langues ont été quasiment à la lettre empruntés aux listes rouges de l'International Union for the Conservation of Nature. Et en effet, d'ailleurs, dans le discours commun, on compare très souvent et très facilement une langue qui disparaît, mettons le franco-provençal des Pouilles, à une espèce en danger, et on ne fait jamais le contraire. C'est-à-dire la primauté des sciences naturelles par rapport aux sciences humaines et sociales, notamment la linguistique. Alors il faut faire attention. Donc, il ne faut pas trop pousser trop loin le parallèle entre la protection de la biodiversité et la protection de la diversité linguistique. Néanmoins, nous disposons de quelques outils conceptuels déjà en place, des notions. La notion, par exemple, de diversité bioculturelle, telle que Louisa Maffei l'a cernée. Évidemment, la notion de écologie linguistique de Haugen, de 72, et tout récemment, quelque chose de très important, la notion de écologie culturelle d'après l'encyclique du pape François de 2015. Alors, ces éclairages-là essaient tous de mettre en phase la protection de la nature avec celle de la langue culture et de l'intégrité sociale. Au niveau plus, on va dire, institutionnel, si je puis dire, plus récemment, le rapport Alfonsi considère que la diversité des langues et cultures européennes fait partie, je suis en train de citer le rapport Alfonsi, au même titre que la biodiversité naturelle, du patrimoine vivant nécessaire au développement durable de nos sociétés, et qu'elles doivent donc, à ce titre, donc les langues et cultures européennes, doivent donc, à ce titre, être sauvegardées et préservées de tout risque de disparition. Alors, il y a d'autres auteurs, je citerai l'ami Henri Jordan, qui prône le rapport entre langue, bien commun et bien commun, donc le bien commun et les biens communs. Moi-même, j'ai pu écrire tout récemment un article là-dessus, mais il est évident que le chemin est encore bien long avant de parvenir à la mise en place de politiques conséquentes. Alors, c'est justement pour favoriser ces politiques-là que dans cette recherche, j'ai essayé de outiller les discours, donner des arguments aux décideurs, aux politiques, aux parties prenantes, à toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient voir mise en place une protection-promotion intégrée et intégrale
des patrimoines linguistiques, culturels, naturels et paysagers. Alors, là, j'accélère quand même un peu mon exposé. Je vais essayer d'aller rapidement sur le volet juridique. Dans l'article que j'ai livré pour les actes de cette conférence, je suis quand même allé pas mal dans les détails. J'ai pris donc pour chacun de ces patrimoines LCNP, j'ai pris un texte de référence à l'échelle européenne, un traité du Conseil de l'Europe. J'ai pris ensuite un repère juridique en ce qui concerne, disons, l'Italie et la France, des principes constitutionnels ou des principes ou des lois nationales, et essayer de voir un peu comment ces documents européens ont été reçus. Alors, le premier patrimoine dont nous allons parler, même si rapidement, ce sont les langues minoritaires territoriales historiques. Alors, le document de référence du Conseil de l'Europe est la Charte européenne des langues régionales minoritaires, qui a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 1992 et qui est entrée en vigueur en 1998, après 5 ratifications. Alors, ni l'Italie ni la France ont ratifié ce document, les deux pays l'ont signé. Alors, l'Italie le 27 juin 2000, la France le 7 mai 1999, mais pas de ratification. Au point de vue en ce qui concerne les principes constitutionnels, pour ce qui est de l'Italie, nous avons un article fondamental, c'est l'article 6 de la Constitution, comme quoi la République protège les minorités linguistiques par des normes spécifiques. Et en ce qui concerne la France, qui jusqu'à 2008, jusqu'à la révision constitutionnelle de 2008, n'avait pas de langue minoritaire, de langue régionale, plutôt on va dire cela en France, dans la Constitution, la révision de 2008 a permis la constitutionnalisation des langues régionales, des langues de France, quoique par rapport à l'Italie, où nous avons la constitutionnalisation parmi les principes fondamentaux, en France, nous avons ces langues à l'article 75-1 de la Constitution. Pourquoi les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc vous voyez, si vous voulez, vous avez une approche droit de l'homiste dans le contexte italien, donc la République protège les minorités linguistiques, donc ce sont les groupes, les collectivités, les communautés qui sont protégées, alors que pour ce qui est de la France, d'abord nous avons un article qui est un peu au fond de la Constitution, on va dire, et puis c'est une approche patrimonialiste essentiellement qui guide ce document. Alors pour ce qui est du traité du Conseil de l'Europe, quels sont les éléments qui nous permettraient d'établir des passerelles avec de protection intégrale entre ces patrimoines qui nous intéressent. Alors, d'abord, la charte des langues régionales minoritaires relie tout d'abord, c'est dans le préambule, se veut contribuer à maintenir et développer les traditions et la richesse culturelle de l'Europe. Évidemment, il y a un lien qui est facile entre la richesse des langues et la richesse des cultures. Alors, évidemment, il y a des positions sur, disons, le parallèle entre langue et culture, la communauté scientifique est un peu partagée. Mais bon, disons que il y a un lien fort qui est établi dès le préambule entre l'élément linguistique et l'élément culturel. Ce qui est intéressant aussi dans le préambule de la charte, c'est qu'il est affirmé le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire, non seulement dans la vie privée, mais également dans la vie publique.
C'est-à-dire déjà qu'il y a une ouverture de la présence de la langue, non seulement dans le giron, on va dire, maternel, dans le giron domestique, mais dans l'espace public. Et évidemment, l'espace est déjà investi de cette langue. Alors, évidemment, l'idée que nous-mêmes essayons de promouvoir de langue n'est pas celle d'une langue en tant qu'outil de communication, ou celle de langue en tant que patrimoine à protéger d'une manière un peu artificielle. Notre idée, à nous, c'est que la langue, tout en étant un patrimoine, tout en étant un outil de communication, est d'abord et surtout un milieu de vie. Hein, c'est quelque chose qui nous enveloppe, un peu comme l'air. Et alors, l'idée est tout à fait intéressante de percevoir la pratique des langues, non seulement dans la vie privée, mais également dans la vie publique. Cela dit, le lien entre le linguistique et le spatial, je veux dire le territorial, est posé dans la Charte des langues. Hein. Parce que par langue régionale ou minoritaire, on lit à l'article 1er, dans les définitions, on entend les langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État. Hein. Donc il y a un lien entre langue et espace. Si bien que cette charte des langues n'inclut ni les dialectes de la langue ou des langues officielles de l'État, ni les langues des migrants, c'est-à-dire les nouvelles minorités sont exclues de la charte des langues. Donc il y a un rapport entre géographie et, à terme évidemment, paysage qui peut être effectivement exploité. Mais la Charte des langues reconnaît également les langues dépourvues de territoire. On évoquera assez facilement les communautés nomades qui, évidemment, ou les communautés sans État, tout simplement, qui historiquement sont dans un régime diasporique, on va dire. Or, en ce qui concerne l'Italie, bon, je vais aller assez rapidement, nous avons une loi nationale qui applique donc l'article 6 de la Constitution, c'est la loi 482 de 1999. Elle reconnaît 12 langues minoritaires, 12 minorités linguistiques plutôt. Elle exclut, par exemple, les Roms, exclut le romani, donc la langue des gitans, on va dire, des Roms. Et cela parce que la loi 482 de 1999 ne reconnaît pas les langues dépourvues de territoire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc pour l'Italie une sorte de radicalisation de ce rapport entre le linguistique et le territorial. Cela pour le meilleur et pour le pire. Parce que, en plus, la loi italienne repose sur le principe de volonté publique, c'est-à-dire ce sont les communautés elles-mêmes qui peuvent se auto-déclarer comme relevant d'une communauté linguistique minoritaire. Et cela a provoqué quelques désastres quand même, comme par exemple lorsque le chef-lieu régional Reggio Calabria s'est déclaré comme étant de langue grecque, évidemment, en se réclamant d'un passé important, mais carrément révolu, celui de la Magna Grecia. Donc on peut dire que le paysage linguistique peut faire l'objet de manipulations. Mais bon, un document, maintenant nous passons au patrimoine culturel immatériel, et le document que nous avons choisi, c'est le traité du Conseil de l'Europe, c'est la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. C'est une convention qui est mieux connue comme convention de Faro. Hein. C'est la ville portugaise où la convention a été approuvée. L'Italie a signé ce document le 27 février 2013 et ne l'a toujours pas ratifié. Au moins, mes informations remontent à il y a quelques semaines.
La France non plus l'a ratifié et la France ne l'a même pas signé. Mais en ce qui concerne le paysage, nous avons en Italie un article toujours fondamental, c'est l'article 9 de la Constitution, c'est la République favorise le développement de la culture et la recherche scientifique et technique, protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la nation. Donc, la protection du paysage est reconnue comme relevant des principes fondamentaux de la Constitution italienne. En ce qui concerne la France, nous n'avons aucune constitutionnalisation, on va dire, du paysage. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, je dois accélérer dans la Convention de Faro, c'est que le patrimoine culturel est vu d'une manière très, très articulée. Je cite par exemple quelques passages rapidement du préambule. La Convention reconnaît la nécessité de placer la personne et les valeurs humaines au centre d'un concept élargi et transversal du patrimoine culturel. Donc on parle de développement durable, on parle de qualité de la vie dans une société en constante évolution, on parle de... on invoque des sources diverses, y compris la Convention européenne du paysage de 2000, dont nous allons parler tout à l'heure, et on s'aperçoit assez vite que cette Convention de Faro est un texte très, très ambitieux, courageux même, et tout le temps, il y a des concepts qui reviennent. Par exemple, le concept du droit au patrimoine culturel. Le droit et la responsabilité individuelle et collective envers ce patrimoine. Là, c'est très important, et c'est d'ailleurs un élément qui nous permet de nous rapprocher de la protection des langues. Parce que dans la mesure où le sujet et la communauté sont responsabilisés au niveau de la gestion et même au niveau de comment dire le classement même du patrimoine culturel, c'est-à-dire ce sont les gens, c'est la société, c'est la communauté qui est responsabilisée, qui doit d'abord cerner quels sont les patrimoines culturels d'un contexte donné, et puis qui ont la responsabilité de gérer ce patrimoine. Et puis ce patrimoine culturel n'est plus vu comme une richesse un peu abstraite, mais est vu comme une richesse qui serait au cœur d'un processus de développement durable et de développement tout court des communautés. Alors, évidemment, il n'y a pas beaucoup de points où les langues sont mentionnées, sont évoquées dans cette convention. Mais ce qui nous intéresse, c'est la définition que la Convention de Cambres donne du patrimoine culturel. Alors, c'est à l'article 2, nous pouvons lire que le patrimoine culturel, dans le premier alinéa, constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, de leurs croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. Donc, le patrimoine culturel, d'après cette vision, est quelque chose qui évolue, qui est le fruit de l'interaction. Donc, le patrimoine culturel est loin d'être, disons, l'objet muséifié, pour ainsi dire. C'est quelque chose c'est une notion vaste, large, évolutive, qui, en même temps, est fortement ancrée au passé et reflète les valeurs, les croyances, les savoirs, les traditions de la communauté. Donc, on s'aperçoit que même si les langues ne sont pas mentionnées textuellement, on peut tout à fait assimiler cette idée de patrimoine culturel à la notion de langue.
de langue locale, de langue fortement enracinée dans un territoire. En ce qui concerne la communauté patrimoniale, toujours à l'article 2, alinéa B, on peut lire « Une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu'elles souhaitent, dans le cadre de l'action publique, maintenir et transmettre aux générations futures. » Vous voyez, les langues ne sont pas mentionnées, mais elles ne sont pas exclues non plus. Il y a le principe de volonté publique. La communauté patrimoniale peut attacher de la valeur à tel objet culturel, et du coup, tel objet culturel devient un patrimoine culturel à tous égards. Et puis, il faut que ce patrimoine, il y ait un désir de transmission aux nouvelles générations. Donc vous voyez, et là je dois accélérer évidemment, mais c'est un document très avancé. On parle des aspects patrimoniaux de l'environnement culturel, c'est l'article 8, environnement, patrimoine et qualité de la vie. Et on souhaite promouvoir une approche intégrée des politiques relatives à la diversité culturelle, biologique, géologique et paysagère, visant à l'équilibre entre ces composantes, afin aussi de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sentiment de responsabilité partagée envers l'espace de vie commun. Donc vous voyez, là je dois m'arrêter sur cette... je dois avancer en fait dans ma réflexion, mais il ressort de ce document qu'il y a une vision très complexe et unitaire à la fois du patrimoine culturel qui serait le fondement finalement de la cité, de la communauté. Alors, en ce qui concerne l'Italie on est hélas un peu éloigné de ça, parce qu'il est vrai que nous avons un article 9 de la Constitution qui parle de paysage, qui parle de culture, mais il faut préciser que dans le Codice dei beni culturali del paesaggio, donc qui date du 1er mai 2004, il y a une définition des biens culturels qui est une définition assez décevante, parce que les biens culturels sono le cose immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, archéologico, ethnotropologico, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont les objets. Et alors, évidemment, on est loin de l'idée d'un bien culturel immatériel. Donc ces définitions-là sont assez restrictives. Évidemment, il y a eu des progrès. En 2008, on a amendé l'article 7 de ce Code des biens culturels du paysage d'Italie. Donc on a accouché d'un article 7 bis, expression d'identité culturelle collective, et finalement, il se trouve que ces expressions d'identité culturelle et collective prévues par les conventions UNESCO, etc., peuvent faire l'objet de dispositions prévues par ce code, mais à la condition que ces expressions d'identité culturelle collective soient représentées par des témoignages matériel. C'est-à-dire, je simplifie au maximum ce concept, on ne peut pas protéger le dialecte de tel village en tant que tel, mais en tant que bien culturel, immatériel, mais on peut, si dans ce village, si dans ce dialecte, il y a quelqu'un qui a rédigé des manuscrits de poèmes, par exemple, un recueil de poèmes dans tel dialecte, on peut protéger le recueil, on peut protéger les manuscrits, on peut soutenir économiquement l'impression d'un livre, éventuellement, mais c'est surtout les manuscrits
qui constitue un bien culturel matériel, parce qu'il matérialise le dialecte, mais le dialecte en tant que tel n'est pas prévu n'est pas inclus par les dispositions prévues par cet article 7 bis du Code du paysage. Troisième volet, ce sont les patrimoines naturels. Le document du Conseil de l'Europe qui constitue un repère pour nous, c'est la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, adoptée en 1979, entrée en vigueur en 1982. Là, en ce qui concerne ce thème de la nature, pas de souci. L'Italie, aussi bien que la France, ont signé et ratifié rapidement, plus ou moins assez rapidement, la France un peu moins quand même, mais bon, ce document. Pour ce qui est des principes constitutionnels, je propose de reprendre l'article 9, mais également l'article 32 de la Constitution italienne. La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité. Et en ce qui concerne la France, j'évoquerai plutôt la Charte de l'environnement de 2004. Alors, sur ce document, sur ce patrimoine naturel, je ne vais pas insister, puisque j'ai déjà évoqué la sensibilité aiguë vis-à-vis de la protection de l'environnement. Je citerai quand même un document issu tout récemment de la société civile en Italie. Donc sa valeur juridique est très relative, mais c'est un document très avancé. C'est la Carta di Fontecchio de 2016 qui, de fait, semble envisager une harmonisation des actions en faveur des patrimoines linguistiques, culturels, naturels et paysagers. Je laisse aux actes, évidemment, la possibilité d'approfondir ces lectures. Et j'en arrive à la Convention européenne du paysage, qui, évidemment, est le traité du Conseil de l'Europe, adopté en 2000 et entré en vigueur en 2004. Il a été signé en 2000 et ratifié en 2006 par l'Italie, de même que par la France, à des dates légèrement différentes. J'ai déjà évoqué l'article 9 de la Constitution italienne comme étant le principe fondamental qui assure la protection du paysage. Alors qu'il n'y a pas de principe constitutionnel français. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette convention du paysage, et même dans le code des biens culturels du paysage que je viens d'évoquer, du code italien, il y a une idée de paysage qui est mise en avant. C'est le résultat d'une interaction entre la nature, la culture et des facteurs multiples. Et un autre aspect, c'est que le paysage, dans le code italien, est appréhendé comme une sorte de représentation matérielle visible de l'identité nationale. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que le paysage, quelque part, est une sorte de projection d'une identité. Projection dans le milieu, dans l'environnement d'une représentation sociale. Et je termine. Je termine par un retour sur cette notion de aire linguistique au naturel protégé. Il y a des éléments, effectivement, qui encouragent des passerelles entre les différentes stratégies de protection et de promotion des patrimoines linguistiques, culturels, naturels, paysagers. Il y a des conventions UNESCO, je cite évidemment la déclaration de Hangzhou de l'UNESCO en 2013, intitulée de manière on ne peut plus explicite « Mettre la culture au cœur des politiques de développement durable », et qui fait mention, ce texte, cette déclaration de Hangzhou, du rôle précieux de la diversité culturelle et linguistique.
Dans cette perspective s'inscrit également la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de 2014, intitulée « Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen ». Donc, on va dire qu'il y a une sorte de pensée au sujet de laquelle il y a une sorte de consensus, un consensus un peu généralisé. Néanmoins, dans les traités pris en examen, en dehors évidemment de la charte des langues, les patrimoines linguistiques ne sont que très très rarement évoqués d'une manière explicite. Et alors, l'impression c'est que cette carence est due à une particulière appréhension des minorités linguistiques qui ont été l'affaire surtout de problèmes de sécurité nationale. Ainsi s'explique, par exemple, le formidable demi-tour de la France vis-à-vis de la ratification de la Charte des langues du Conseil de l'Europe, pourtant signée il y a bientôt 18 ans, et mise au programme par le dernier président de la République, François Hollande, et c'est pour cette raison que l'on a jugé nécessaire de préciser dans le considérant D du rapport Alfonsi de 2013 que j'ai évoqué tout à l'heure, que, je cite, « les langues menacées de disparition devraient être considérées comme faisant partie du patrimoine culturel européen et non comme des vecteurs de propagation d'aspirations politiques, ethniques ou territoriales. » Alors, pour faire simple, probablement l'absence d'une mention explicite des patrimoines linguistiques dans ces traités, dans ces textes de loi, dans ces conventions, à quelques exceptions près, est due au fait que la question des langues relève probablement dans les esprits de nos contemporains d'un domaine plus délicat, politiquement délicat, et face à cela, il faut effectivement répondre par des pratiques. Alors les pratiques de terrain, évidemment, on est en train de les expérimenter. Je vais clôturer mon exposé par juste la communication de quelques données concernant l'Italie. Dans le travail que j'ai mentionné, que j'ai réalisé avec mon collègue géographe Bernardo Cardinale, j'ai pu cartographier toutes les aires linguistico-naturelles protégées d'Italie. Il s'agit de 186, donc pas beaucoup, communes, qui se trouvent donc à l'intérieur de 6 parcs nationaux et 28 parcs régionaux, distribués sur 11 régions, sur 20, et qui abritent donc 11 différentes minorités linguistiques, les franco-provençaux, les occitans, les français, les minorités linguistiques germaniques, le ladin, les friulans, les slovènes, les arbrechts, donc les italo-albanais, les gricophones, les catalans et les sardes. Et maintenant, une fois que nous avons un peu cartographié toutes ces communes-là, donc qui sont à l'intérieur de parcs nationaux, régionaux et qui abritent des communautés linguistiques minoritaires, il s'agit de voir, au niveau du terrain, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Est-ce que, par exemple, les directeurs, les présidents des parcs nationaux de ces espaces marqués par une glottodiversité importante, est-ce qu'ils sont engagés dans la protection des langues aussi? Est-ce que, en revanche, en prenant par l'autre bout la question, est-ce que les soutiens des langues minoritaires, est-ce qu'ils essaient de proposer la langue minoritaire comme une langue faisant partie du paysage culturel, mais aussi de l'environnement? Alors, évidemment, j'ai commencé ce genre de recherche de terrain et ce sera pour une autre contribution, une autre recherche. J'espère, pour le moment, avoir, ne serait-ce que esquissé la direction que nous, quand je dis nous, c'est l'association Len Italia et mon entourage, nous avons essayé de prendre depuis quelque temps, évidemment, en liaison avec
les collectivités territoriales et avec les parties prenantes. Merci de votre attention.